Flap. Clapasse. Clapasse. Bon, monsieur Geland, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je voudrais vous remercier d'avoir répondu à mon invitation. Soyez le bienvenu. Merci. Merci voilà, donc invité. Je vais vous présenter d'abord. Donc vous êtes cinéaste, documentaliste, réalisateur dans le champ politique et culturel. Alors, je commence à faire mes rectificatifs. Non, documentaliste, non, parce qu'on dit documentariste. Ah oui. Bon. Parce que documentaliste, c'est ceux qui travaillent dans les CDI ou les bibliothécaires. Oui. Cela dit, le mot documentariste ne me plaît pas, je trouve moche, donc je dis réalisateur de films documentaires, comme ça tout le monde comprend. D'accord. Donc nous vous invitons quelques jours avant l'anniversaire du départ de Georges Frêche, le film qui vous a fait connaître, si je peux me permettre. En tout cas, c'est pas le film qui l'a fait connaître, lui, ça c'est sûr, parce qu'il était connu avant le film. Le film sorti après son décès, que certains adorent, que d'autres détestent, le film qu'il n'a pas vu, le film qui a été très commenté, le film qui raconte un peu l'histoire de Frêche, de sa solitude et de la fin de son pouvoir. On peut dire ça comme ça? Oui, jusque-là, tout va bien. Voilà. Alors votre angle dans le cinéma, donc c'est de filmer le réel avec un point de vue. Oui, c'est un regard, c'est-à-dire, je dis toujours, si on prend l'exemple du film dont vous me parlez, qui était un film pour le cinéma, c'était pas un film sur Georges Frêche, mais un film avec Georges Frêche. C'est-à-dire que c'était au-delà, c'était pas un film qui traitait d'un sujet, mais qui racontait une histoire avec cet acteur du réel. Et donc, oui, il y avait forcément un point de vue. Après, la question est de savoir où est la frontière entre l'objectif et le subjectif et le point de vue. Est-ce qu'on laisse aussi une liberté au spectateur de voir d'avoir la liberté de voir le film comme il le désire. Et donc chaque personne, spectateur, spectatrice qui va au cinéma, et pour voir ce film notamment, il a déjà sa propre opinion, et donc elle est modelée ou pas, mais sur ce film-là, j'ai pu remarquer à quel point les avis étaient, je dirais pas divergents, mais en tout cas pluriels. D'accord. Voilà. Donc vous avez 52 ans, vous êtes au Doigt, vous vivez à Paris depuis 25 ans, donc vous avez habité au cœur de l'Occitanie, vous avez fait vos études de lettres modernes et de théâtre à Montpellier entre 86 et 92. Votre copain de bande de fac, c'était Alexis Corbière, avec qui vous empoignez de temps en temps. Oui, copain, c'est un bien grand mot. Enfin, ouais. Voilà. Mais en tout cas, on siégeait ensemble. Votre camarade. On siégeait ensemble au conseil d'administration de l'université Paul Valéry. Oui. Voilà, président aujourd'hui de l'antenne régionale du cinéma d'Occitanie. Occitanie Film. Occitanie Film, réalisateur de documentaires depuis 97, une trentaine de films et docus pour la télé, 3 films pour le cinéma, dont Le Président, film sur Georges Frêche. Donc, un goût pour le cinéma en direct, Georges Frêche, Hollande, l'équipe de campagne de Bertrand Delanoë. Oui, c'était en fait, là, c'était... En 2013. Ouais, peut-être Non, il y a eu un film qui s'appelait Paris à tout prix, peut-être ce film-là qui m'a fait connaître, si on peut dire ça, en tout cas un premier film qu'on a un peu remarqué, qui était un film qui était à la fois à la télé, qui est sorti après au cinéma, qui s'appelait Paris à tout prix, où il y avait effectivement Bertrand Delanoë. C'était un tournage sur 2 ans, mais il y avait aussi Xavier Tibéri, Jean Tibéri, Jacques Dominati, Philippe Séguin, Jacques Lang, Françoise de Panafieux et j'en passe. Donc il y avait une belle distribution. Il y a même Édouard Balladur. Bon, votre goût du cinéma en direct, votre goût de la politique, vous avez fait aussi des films sur le film sur Fleury-Dode, sur Marché, voilà, donc ça c'est aussi une constante chez vous. Puis le goût de films d'archives sur le cinéma et sur la musique française. La chanson française. La chanson française, oui. Donc votre actu, vous avez terminé hier un film sur Chaplin. Vous étiez au Altropisme là, pour présenter le film sur les cabarets parisiens des années 50. Et 60. N'hésitez pas, hein, parce que bon, vous avez comme vous avez une actualité importante. Vous avez fait des films sur Piccoli Gabin. Vous êtes dans la lignée de Deux Pardons avec
caméra au point, cinéma réaliste, voilà, Oui, j'en donc, passe. Quand je dis cinéma direct, c'est pas le cinéma en direct. Le cinéma direct, c'est souvent l'expression qu'on a justement pour ces films tournés sur le vif, sans commentaire ni entretien. Oui. Mais après, se mesurer à deux pardons, c'est autre chose. Une passion, la dramaturgie des élections, la chanson française et une figure tutélaire, Yves Montand. Oui, mais oui. Oui. C'est bien résumé? Oui, c'est ça. Lui, il était à la fois acteur, homme politique et chanteur, donc voilà, trois en un. Complet. Oui, ben voilà, j'ai toujours aimé Yves Montand, en tout cas depuis mon adolescence. Positionné deuxième gauche, regard Mendes France, qualité perfectionniste, défaut lent. Rien à rajouter. Voilà, donc je glisse sur le 904 de la Glorieuse, avec à la une grosse enquête sur le bassin de Baillargues, et qu'on nous promet depuis quelques années. Est-il écolo ou pas? Faire un bassin énorme, un gros lac, voilà, avec sûrement des arbres autour, mais bon, voilà. On met ça à la une. Ensuite, on revient aussi sur les chasseurs du Clapas. Les chasseurs vont-ils être chassés par les écolos? Voilà. Et ensuite, l'actu, le Luxembourg, les sénatoriales, voilà, un petit article un peu humoristique. Est-ce qu'elle est bonne, la gamelle du Luxembourg? On a testé pour vous le restaurant du Sénat. C'est vous qui êtes allé? Je le connais, oui, en effet. Ah bon. C'est une très très bonne table. D'accord. Vous connaissez un peu l'embonpoint des sénateurs? Je suis allé manger une fois, effectivement. J'ai été invité une fois à manger par un sénateur au Palais du Luxembourg. Non, donc c'était bon. Ouais. C'est une de mes connaissances qui le tient. Oh. On va regarder ça de plus près. Donc Yves Joland, voilà. Est-ce qu'on peut dire que le documentaire politique que vous réalisez est proche du portrait journalistique? Je crois que non, c'est deux exercices assez différents, même si moi j'ai jamais été journaliste, j'ai jamais eu de carte de presse, mais et je suis par ailleurs un grand consommateur de presse écrite. Je ne peux pas vivre sans presse écrite ni radio, mais le regard d'un journaliste sur un homme politique n'est pas le même que celui du réalisateur de documentaire. Je crois qu'on ne va pas chercher la même chose. Je disais tout à l'heure que je ne traite pas d'un sujet, ce qui est plutôt le principe d'un journalisme, et que je raconte une histoire. Donc quand je parlais aussi, enfin, quand vous disiez que j'aimais chercher la dramaturgie, c'est que je considère qu'il y a, même si je ne fais pas passer de casting, que dans mes films, il y a une distribution. Pour Fresh comme pour François Hollande, que j'ai filmé Oui. en 2014-2015 à l'Élysée, il y avait le président et les hommes du président. Et le choix des personnages ne répond pas à un équilibre politique, il répond seulement à l'équilibre du film et à l'équilibre dramaturgique du film. Donc voilà, on n'est pas soumis à l'instantanéité, à l'actualité, à tout ce qui peut être parfois une contrainte pour le journaliste. Et de toute façon, je ne pourrais pas respecter les délais d'un journaliste, justement à cause du défaut que vous pointiez tout à l'heure, à savoir la lenteur. Donc voilà, j'ai besoin de temps pour c'est souvent un documentaire, 6 mois de montage. Là, le film sur Chaplin. Par exemple, le film sur Fresh, ça a demandé combien de temps à filmer et combien de temps de montage? Ça a été 6 mois de tournage et 6 mois de montage. Alors, c'est pas 6 mois tous les jours. Je pense qu'il y avoir, je sais pas, entre 50 et 60 jours de montage étalés sur 6 mois. Est-ce qu'il y a des trucs que le cabinet vous a demandé de couper? Non, parce que par principe, sinon je ne fais pas le film, les conseillers du président ne s'invitent pas dans la salle de montage. Donc, est-ce qu'il y a des trucs que vous êtes autorisé à ne pas passer parce que c'était trop, oui, trop, parfois, trop cash? Non, pas trop cash, mais c'est parfois d'ailleurs on retrouve dans... j'avais sorti un coffret DVD où il y avait donc non seulement le
le film, bien sûr, mais les 24 séquences inédites de mémoire, puis après plein d'autres suppléments. Et parfois, c'est vrai que dans ces séquences inédites, il y avait des petites phrases, des choses comme ça, mais souvent qui peuvent être croustillantes. C'est ce qu'on appelle le fraîche, le bon client. Moi, c'est pas le bon client que j'allais chercher. Le bon client, justement, généralement, c'est un terme plutôt journalistique, comme le mot angle, etc. Quand je dis, c'est pas une coquetterie ou une manière de dire ah ben non, on fait pas le même métier, mais c'est vraiment deux recherches différentes, parallèles. Et encore une fois, moi, j'aime vraiment la presse, mais souvent la petite phrase, le dérapage, et avec vraiment Georges Frêche, il suffisait de mettre un micro ou une caméra. Je veux dire, l'affaire pas catholique, on a décidé de sortir celle-là, mais il y en avait des mots de Frêche comme ça, il y en avait 13 à la douzaine chaque jour. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était davantage ces silences. Et la seule chose dans la liberté de tournage, c'est quand je ne suis pas là pour les piéger, mais je ne suis pas là non plus pour leur passer la brosse à reluire. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver le bon équilibre entre la confiance et la distance. Et quand je vais filmer, notamment des hommes politiques, j'essaie d'avoir la plus grande liberté possible. Je leur dis, s'il y a quelque chose qui vous dérange au moment où je le tourne, et ça peut arriver, parce que sinon ils ne me laisseraient pas tourner, à ce moment-là, vous me le dites sur le moment, et je le retire. C'est quasiment jamais arrivé, je pense pas. Avec Hollande, c'est jamais arrivé ? C'est arrivé avec Hollande, peut-être, si, avec Hollande, c'est arrivé sur... des trucs que j'aurais jamais gardés. C'est toujours le cas d'ailleurs. Comme on dit ça, c'est parce qu'en fait, ils sont obnubilés par les mots. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les silences, c'est les regards, ce qui en dit beaucoup plus. Et avec Hollande, c'était souvent maintenant, là, j'ai parlé de Poutine, c'était sur les relations internationales. Dès qu'il y avait un chef d'État qui était un peu mis en cause, et en même temps, dans ce film, il y a toute une séquence d'une réunion diplomatique où j'étais très surpris qu'il me laisse la filmer, et elle se retrouve dans le film, donc voilà. Voilà, vous avez aussi filmé la rédaction du Monde en action, ça donne un film qui s'appelle Les gens du Monde. Oui. Quel souvenir en gardez-vous ? D'un film difficile, c'est parfois plus facile de filmer les hommes politiques que les journalistes. C'est un film qui s'est fait grandement au montage, alors que le film Le Président avec Georges Frêche ou En temps de président avec François Hollande, souvent quand je tournais, je voyais déjà les points d'entrée, les points de sortie, je voyais le montage se faire dans ma tête. Là, j'étais plus à la pêche à la ligne avec les gens du Monde, j'avais beaucoup plus de personnages, c'était le service politique du journal Le Monde en période électorale, parce que c'était pendant la campagne présidentielle de 2012. Et ça avait été, raconter cette histoire avait été compliqué. Et avec des journalistes qui se méfiaient plus de mon objectif que de mon objectif subjectif que les hommes politiques. Voilà. Ils sont plus habitués, les hommes politiques, à être sous les caméras. Mais oui et non, c'est-à-dire, c'est très étonnant pour Georges Frêche, par exemple. Georges Frêche, voilà, il savait 40 ans de vie politique. Lui, il était sans filtre, il était sans filtre. Sauf qu'il n'avait pas l'habitude de ces petites caméras, et qui n'étaient pas, d'ailleurs aujourd'hui, il y a bien plus petite que la caméra avec laquelle je tourne. Lui, il est habitué à faire le show, qu'on lui pose des questions, qu'il fasse une émission de radio ou de télé, le rouge est mis, donc toc, ici, maintenant c'est bon, on parle. Il adore parler en off, mais comme moi je posais jamais de questions, parfois c'était à se demander s'il pensait pas que j'avais un appareil photo et pas une caméra qui enregistrait aussi le son, et donc il me laissait vraiment, il me calculait pas, comme on dit, et il me laissait vraiment peinard. D'ailleurs, il connaissait même pas mon nom, il a connu mon nom à la fin seulement. Il m'appelait le Carcassonnais, le Parisien, le cinéaste, donc, et c'était le rapport idéal de confiance et de distance avec quelqu'un qui était très aimable, très charmant, mais avec qui je n'ai jamais fait copain-copain. Voilà. Quel est votre regard sur la presse nationale et régionale ? Chez moi, j'ai toujours, depuis que je suis gosse, il y a toujours eu 2 journaux à la maison qui étaient Le Monde et L'Indépendant. Et au début, Le Monde, il n'y avait pas beaucoup de photos, c'était écrit petit. Quand j'étais gosse, je préférais lire le journal local. À Carcassonne, on avait la chance d'avoir à ce moment-là 3 journaux différents, qui étaient L'Indépendant, Midi Libre
et La Dépêche. Bon. Et vous lisiez l'Indépendant? On lisait, c'est mon père qui lisait l'Indépendant, même si on est au doigt, hein, que l'Indépendant, c'est comme on dit, 4 pages et rien dedans, le torche-cul des Catalans, c'est le fameux truc. Donc, c'est très élégant. C'est très élégant. Enfin, les Audois et les Catalans en général sont très très élégants entre eux. Donc, c'était des guillemets, c'était pas ma phrase. Je rapporte ce qu'on disait dans les cours de récréation, j'allais dire, ou dans les stades de rugby. Non, et donc petit à petit, je vois vraiment le moment où je me suis mis à lire plus Le Monde que l'Indep. Et non, moi je continue aujourd'hui à lire quotidiennement la presse. Après, le regard sur la presse en général, oui, quand j'étais étudiant à Montpellier, La Glorieuse n'existait pas encore. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Dites-moi, donc aujourd'hui on va parler aussi un peu de cinéma. Ça se passe comment pour mener à bien des projets là, dans le contexte de crise sanitaire? Alors, moi je viens de finir un film qui est tout archive, mais je me pose la question, il y a la question de la sortie du film et la question du tournage. Je me pose la question, là je viens de terminer donc, un film sur Chaplin qui va sortir à la télévision, mais qui va aller dans plusieurs films festivals de cinéma, notamment le festival de Cannes où il était sélectionné, sauf que le festival a été annulé, donc on va le présenter au festival Lumière qui reprend la programmation de Cannes Classique. Je ne sais pas si ces projections auront lieu, si les festivals sont maintenus, au festival du film d'histoire de Pessac. Et donc il y a une grande inquiétude. Là, j'espère que le film documentaire de Sébastien Lifshitz, qui est vraiment un cinéaste qui lui travaille uniquement pour le grand écran, qui s'appelle Adolescente, qui est actuellement en salle et que j'invite, je crois qu'il est notamment au Diagonale, vraiment tous les lecteurs et spectateurs de La Glorieuse à aller voir. Je pense qu'évidemment il y a moins de monde dans les salles. Et c'est assez inquiétant. Et après, sur le tournage, c'est une autre question. C'est-à-dire que quand on filme le réel, dans la rue, moi je n'arrive pas à m'habituer. Là, j'étais place de la Canourgue tout à l'heure. C'était de voir des gens dont on cache le visage, quoi. Donc, un regard quand il n'y a ni le sourire, ni la bouche, ni le nez, c'est un tue-l'amour. Enfin, c'est terrible. Moi, je ne me vois pas filmer en temps de Covid. D'abord, ça datera le film. Et après, ce qui intervient est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, dans le film de Sébastien Lifshitz, on va les filmer pendant 5 ans. Et dans ces 5 ans, il y a l'attentat contre Charlie, il y a l'attentat contre le Bataclan. Ces 2 tragédies terribles, mais qui produisent quelque chose, qui produisent du cinéma. Est-ce que la crise du coronavirus produit du cinéma du moment qu'il y a cette histoire de masque et masquer un visage, je suis très inquiet sur... vivement que ça s'arrête, cette histoire. Pourquoi la commission du cinéma Occitanie n'est pas gérée par un élu? Elle l'est en partie, et je pense qu'elle devrait l'être... Pourquoi en partie? Assez peu. Parce qu'il y a des élus siègent... En fait, c'est vous le président. Alors, ça, c'est pas moi, je suis président d'Occitanie Film. Occitanie Film s'occupe de ce qu'on appelle la commission, mais s'occupe aussi d'éducation à l'image, de la programmation, de l'aide à la filière. Enfin, il y a toute une activité d'Occitanie Film. Et dans ces missions-là, donc on a un conseil d'administration, une assemblée générale qui va se tenir là, que je préside depuis 1 an. Et dedans, il y a des élus. Mais en général, dans les autres régions, c'est les élus qui président les commissions de cinéma, non? Non, c'est pas le cas en Nouvelle-Aquitaine non plus, mais les élus sont à Paris, c'est le cas. À Paris, c'est le cas. Faut que en Île-de-France. En Île-de-France, oui. Il faudrait que je vérifie. D'accord. Okay. Je pense que justement, on doit... non, mais c'est bien que ce soit un professionnel aussi. Oui, je pense que même les professionnels devraient être majoritaires en voix à l'intérieur de l'Assemblée générale. C'est quoi la politique du cinéma en Occitanie? C'est faire venir un maximum de tournages. C'est combien de budget? C'est combien de budget? Ouh là, alors là, si vous me parlez des chiffres, je ne sais même pas quel est mon budget à moi. Alors là,
Alors là, vous n'avez pas le bon client, aucune idée. Je parle en ancien franc, moi, donc, voilà. Donc là, les chiffres, vous demandez au trésorier, moi, je préside. Alors, à une époque, vous savez, bon, la CNC, c'est entre 100 et 200 millions d'euros. Le CNC. Le CNC. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'accueil des tournages, l'Occitanie est sur le podium. Dans les 13 régions françaises, c'est 13, je crois. 13, oui. Hein, oui, parce qu'on a 13 départements en Occitanie, non. Il y a 13 il y a régions 10 régions ou 11 régions françaises. 11 régions françaises. Il y a 13 départements en Occitanie, oui, mais il y a 11 régions, je crois. En comptant 10 ou 11, je ne sais plus. Dans les chiffres et les lettres, j'ai toujours été meilleur dans les lettres. Et donc, il y a, sur le podium, il y a l'Île-de-France, PACA et l'Occitanie. Alors, il paraît que PACA et l'Occitanie, c'est à cause de la lumière. Ben oui. Voilà, oui. C'est ce qu'on m'a dit. Je me suis renseigné. Disons que sur des tournages, on compte les jours de pluie, quoi. Voilà. Donc, la pluie n'est jamais le meilleur allié des tournages. On peut, sur un tournage, faire de la fausse pluie, mais arrêter la pluie, c'est compliqué. En 2 mots, quelle est la politique régionale du cinéma? Donc, c'est accueillir des tournages, c'est aider des... 2 mots? Ouais. Moteur, ça tourne, c'est fait 2 mots, c'est bien. Ça tourne. Non, mais vous pouvez développer quand même. Ah, c'est 2 mots. Bon. Non, écoutez, il y a vraiment une équipe formidable. Je crois d'ailleurs qu'ils sont 13, encore une fois. Il faudrait que je vérifie mes chiffres. Ils sont à Toulouse, il y a un bureau à Toulouse, un bureau à Montpellier, rue Castillon. Et sous la direction de Karim Guiati, avec Valentine Pigné, avec Marin Rosenstiel. Il y a une équipe vraiment qui est respectée des professionnels et qui accueille les tournages, met en rapport les professionnels entre eux, a une politique vraiment d'éducation à l'image très ambitieuse. Et donc, voilà, il y a tout un maillage et moi, j'essaie de faciliter tout ça. C'est pas toujours simple. Alors, on a fait appel à moi parce que, comme ma mère est toulousaine, que j'ai fait mes études à Montpellier, qu'il faut toujours qu'il y ait un bon équilibre entre Toulouse et Montpellier. Je suis né à Carcassonne. Vous étiez l'homme de la situation. Voilà, mais je sais pas, il faut vérifier. En tout cas, ça me prend beaucoup de temps. Et, bon. Et je suis parisien surtout. Voilà. Bon, à l'époque, là, donc le CNC, donc entre 100 et 200 millions d'euros, la plupart des choses se font en Ile-de-France. En fait, c'est vous qui connaissez mieux les chiffres que moi. Oui, non, mais j'essaye de me renseigner. Quand oui, je suis un invité de qualité. Mais bon, j'essaye de me renseigner. Et alors, on a parlé à l'époque de décembre. C'est Fraîche qui disait un invité de qualité, un homme de qualité. C'est très fraîchiste de dire de qualité. Voilà. On est tous des bébés fraîches à Montpellier. Je plaisante. Donc vous m'avez perdu, j'ai perdu le fil. Donc oui, on a parlé donc de décentralisation à Toulouse à une certaine époque, dans les anciens bâtiments de l'aéronautique. Faire une sorte de centre de cinéma. De Cinecittà. Cinecittà, voilà. Ça en est où? Je sais pas, on va en parler, je pense, au prochain Assemblée Générale des différents projets. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui se sont arrêtées un petit peu, mais non, il y a la Cinémathèque à Toulouse qui est formidable, il y a l'Institut Jean Vigo, et puis il y a surtout énormément de festivals. Il y a plus de 70 festivals en Occitanie. Donc, alors, de documentaires, de fiction. Parce que nous on a eu la chance là, dans notre coin, là, Montpellier, 7, là, on a des grosses séries de télé là, qui sont tombées là, depuis quelques années. Mais lorsqu'on fait le compte, c'est beaucoup de gens qui sont venus de la région parisienne pour monter ces séries et pour exploiter ces séries. Donc la formation, quel est le projet au niveau de la formation régionale? C'est justement une des missions d'Occitanie Film, de faire en sorte que tous ces tournages fassent le plus possible appel aux techniciens régionaux, aux acteurs, aux figurants. Et puis également, c'est faire vivre l'économie, c'est-à-dire tous ces tournages, ça veut dire des nuitées, ça veut dire des restaurants qui fonctionnent, mais c'est vrai que dans le fait qu'on a tant de journées de tournage en Occitanie, les deux
les deux séries télévisées TF1, France 2, auxquelles vous faites allusion à Montpellier à 7, n'y sont pas pour rien. Et qui fait donc il y a autant de tournages dans l'Hérault. Mais c'est des Parisiens. Mais après, vous voyez, faut penser un peu à abolir ces frontières. Parce que qui est parisien? Moi, je suis devenu parisien. Et donc, là, j'ai passé ma journée avec un Montpellierin né à Paris. Et moi, je suis un Parisien né à Carcassonne. Donc, on est tous à un moment dans sa vie. Voilà. Moi, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, je pense que tout ça, il n'y a pas un comédien qui à un moment ne sort pas de chez lui. C'est-à-dire que je ne pense pas que Boulambio Real País, comme on dit, c'est un slogan qui s'adapte au cinéma. Il faut savoir quitter Montauban. Voilà. Il faut bouger. Donc, dans tous ces métiers-là, heureusement que tous les gens qui travaillent aussi en Occitanie peuvent aller tourner aussi dans d'autres régions. Et c'est ces échanges-là qu'il faut favoriser au maximum. Quelle est la politique de l'image dans les quartiers populaires? Beaucoup de projections, de rencontres, de projets pédagogiques aussi, avec les enseignants, avec les écoles. Il y a beaucoup d'associations locales qui sont en contact direct, qui font souvent partie même de l'association Occitanie Film. Là, j'étais à Carcassonne cet été. Il y avait dans tous les quartiers populaires, pour tous les gosses qui partaient pas en vacances, des projections de films de Chaplin, et puis après des films plus récents, des rencontres avec les réalisateurs, avec les acteurs qui viennent sur place, qui continuent. Il y a eu un tournage qui se fait beaucoup avec la population dans la ville de Saint-Gaudens, avec Mathieu Amalric et l'équipe son prochain film qui va sortir l'année prochaine. Donc chaque fois qu'il y a un tournage, on fait en sorte, l'équipe d'Occitanie Film fait en sorte, encore une fois, je ne suis pas directeur, je ne fais que présider de loin, que c'est pas juste on tourne et on repart en oubliant de nettoyer derrière. C'est vraiment qu'il y ait un projet qui se fasse autour de ces tournages et qui ait aussi la mémoire des tournages précédents, de tous les films qui ont été tournés. Parce qu'à 7, il y a avant le tournage de, je ne sais plus si c'est un Si Grand Soleil ou l'autre, je confonds toujours les deux séries. Si Grand Soleil, c'est Montpellier. C'est Montpellier, donc ouais. L'autre c'est Demain nous appartient. Je crois, oui, je crois. Et voilà, on peut retenir aussi La Pointe Courte qu'a tourné Agnès Varda il y a des dizaines et des dizaines d'années avec Philippe Noiret. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est tous les tournages qui ont eu lieu, la mémoire, et ça on essaie de faire vivre ce patrimoine de tous ces films qui ont été tournés dans le Languedoc au sens large. Donc vous avez été étudiant à Paul Valéry, vous avez filmé Georges Frêche, vous êtes président de Cinéma Occitanie. Quel est votre lien avec Montpellier? Montpellier, voilà, c'est pour n'importe quel individu qui fait des études, et quand on est né dans une petite ville, on est amené à la quitter, on va dire ville moyenne, pour parler de Carcassonne. En tout cas, je n'avais pas la possibilité de faire des études à Carcassonne, donc forcément mon rapport il est très affectif, parce que c'est ma première adresse, 20 rue de la Vieille Intendance dans les Cuissons. Après je suis passé du 20 rue de la Vieille Intendance aux 5 rue de la Vieille, et donc voilà, avoir sa première adresse, c'est important. Donc je suis toujours très très attaché à cette ville. Mon neveu est natif de Montpellier, il vit toujours. Je fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'est mes premières... l'éveil de ma vie sexuelle. Voilà, je ne vais pas m'allonger, mais non, je suis très très attaché à cette ville. Et, donc à Montpellier. Voilà, j'y retourne très régulièrement, et puis c'est vrai que c'est là où j'ai aussi milité dans des associations antiracistes. C'est là que j'ai rencontré Georges Frêche en allant assister à des conseils municipaux, et aussi parfois, alors que j'étais étudiant à Paul Valéry, j'allais, comme j'habitais en haut de la rue de l'Université, rue de l'Intendance à la préfecture,
Il m'est arrivé à 2 reprises, je crois, d'assister en passager clandestin à ces cours de droit romain juste pour aller au spectacle, parce qu'il parlait un peu de tout sauf de droit romain, en tout cas les jours où j'y suis allé. Et donc voilà, c'est 6 ans de ma vie, c'est 1000 souvenirs. Donc Montpellier a fêté la victoire d'un ancien MJS, en la personne de Michael Delafosse. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait un nouveau documentaire sur sa campagne, comme vous l'avez fait avec Delanoë? Non, je ne regrette pas, parce que je pense que quand on a fait un film, on n'essaie pas de refaire le même. Donc chaque fois que j'ai... je pense, oui, quand j'ai suivi Delanoë et puis tous les autres, je parlais de Tibéri, de Séguin, Panafieux et j'en passe, Jack Lang, c'était vraiment une chronique, c'était la conquête du pouvoir, voilà. J'ai filmé l'exercice du pouvoir avec François Hollande, j'ai filmé la fin d'un pouvoir avec Georges Frêche, et donc j'ai filmé aussi donc, à Floridode, dans une petite commune, après avoir fait la plus grande de France, Paris, la capitale. Donc chaque fois j'essaie de raconter une histoire différente, donc c'est trouver des personnages, et revenir après Frêche pour aller filmer Michael Delafosse. Je ne dis pas que ça n'aurait pas été un film intéressant, mais moi ça m'intéresse moins parce que justement j'ai fait les films précédents. Vous ne l'avez pas proposé à Philippe Sorel non plus de le filmer? C'était Le Maire avant. Oui, Le Maire avant. J'avais oublié son nom. Non, parce que pour en revenir à Philippe Sorel, là, il y a eu une petite polémique là, sur le film J'accuse. Il s'était immiscé dans la programmation artistique, et vous étiez heurté à lui en disant que Nélu n'avait pas à s'immiscer dans les programmations artistiques des cinémas. Oui, je pense. Enfin, c'était pas, en tout cas, c'est pas surtout de programmer, puis de déprogrammer, puis c'était un cinéma municipal. Non, je vois qu'il y a Philippe Sorel, évidemment. Il était parfois dans le champ de ma caméra, donc ça ne me serait pas venu, effectivement, de faire un film sur lui. Quant à ce retour de l'ordre moral et des ligues de vertu, ça m'insupporte. Enfin, vraiment, J'accuse est un film admirable, qui aurait dû être montré dans toutes les écoles d'Occitanie et de France et de Navarre. C'est un film très important, le premier grand film sur l'affaire Dreyfus. Le déprogrammer pour une histoire... C'est de la censure. C'est vraiment la censure absolue, fait par un maire. Il y avait déjà eu certains maires avant qui avaient fait un peu la même chose, certains qui étaient revenus sur leurs décisions, notamment en région parisienne. Et là, je ne me suis pas heurté à lui, je lui ai fait une lettre ouverte à laquelle il n'a pas répondu. Donc vous êtes un ancien syndicaliste étudiant. Est-ce que vous êtes étonné aujourd'hui du virage de l'UNEF ces dernières années? Je suis ça de loin, j'ai juste vu que oui, une des responsables de l'UNEF a été reçue à l'Assemblée nationale avec un voile, enfin avec un foulard et en tenue religieuse. C'est pas un étonnement, mais c'est à peu près c'est à l'opposition de ma vision de la société, de la laïcité, c'est-à-dire tout ça pour ça. Enfin, je ne suis pas étonné, je suis consterné. Pourriez-vous faire un reportage sur en immersion sur cette nouvelle UNEF? Non, enfin ça ne me fait pas très envie. Non. Il faut avoir un petit peu de gourmandise aussi. Oui, non, oui, j'imagine. Non, je sais pas trop ce que... Non, là, ces temps-ci, j'ai plus envie d'être avec Charlie Chaplin, avec Yves Montand, avec Jean-Louis Trintignant, avec Alain Cavalier, voilà. C'est un peu le passé, quoi. Ah ben non, il est très très vivant, Chaplin, je vous le présenterai. Donc vous êtes un observateur politique depuis beaucoup d'années. Qu'est-ce qu'un bon élu selon vous? Un bon élu, d'abord ça dépend si c'est un élu municipal, un élu national. D'abord c'est un élu qui a, dont le discours et les actes ne sont pas très éloignés. C'est très basique comme réponse que je vais vous faire, mais faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait,
faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, c'est les paroles de Mendes France. Bah voilà, je pense que déjà se tenir à ça, c'est pas mal. Enfin, la pire des choses, c'est la trahison, c'est vraiment être dans l'opposition totale à ses engagements. Et la pire des choses, c'est, je sais pas, c'est Cahuzac, quoi. Vous n'avez pas l'impression que les hommes politiques, ils nous vendent du rêve pour être élus, et ensuite, quand ils sont au fourneau, ben, y a ça, justement, il y a une trahison générale, quoi. Oui, il y a quelque chose qu'on ne peut pas retirer, c'est-à-dire qu'il y a la partie campagne électorale. La partie campagne électorale, voilà, Frêche le disait, il faut mentir. Alors c'est compliqué, c'est-à-dire que moi, vous les avez cités tout à l'heure, mais mes références en politique, c'est Blum, c'est Mendes, c'est Rocard, voilà. Donc, mais ils ne sont jamais restés très très longtemps au pouvoir, où ils ont à peine accédé. En tout cas, quelques mois pour Mendes, 3 ans Premier ministre pour Rocard. Bon, après Blum, bien sûr, le Front populaire, mais ça n'aura pas duré très longtemps non plus. Et finalement, ceux qui se maintiennent au pouvoir sont plus cyniques, que ce soit dans un niveau municipal, régional ou avec François Mitterrand, pour ce que je parle de la gauche. Donc je sais, j'ai pas la... Et malgré tout, ils ont réussi à faire des choses. C'est pas du tout l'objet de mon film avec Georges Frêche, mais Georges Frêche avait une pratique du pouvoir, un clientélisme, une forme de cynisme en politique qui ne fait pas partie de ma gauche, hein, donc de populisme aussi. Mais dans ses réalisations, on peut dire que il a transformé Montpellier, il a moins eu le temps pour la région, mais ses choix urbanistiques, culturels, même s'il ne s'embarrassait pas trop de démocratie locale, ou même les transports, c'était des choix qui finalement étaient de gauche. Quand souvent les gens disent, c'est souvent des gens de droite qui disent ça, un tramway n'est ni de gauche ni de droite, si, ça peut être de droite ou de gauche, ne serait-ce déjà en fonction du trajet que ça prend. Le premier tramway qu'il y a eu à Montpellier, il reliait la Paillade au centre-ville. Bon, à Nîmes, ils n'ont pas fait ça. Donc c'est compliqué. C'est un bricolage dans ma tête, et donc ma vision de l'élu, c'est je suis contre le cumul des mandats, et le cumul des mandats dans la durée. Et parfois on se dit, tiens, il y a un bon élu, est-ce qu'il ne peut pas faire un deuxième ou un troisième mandat si c'est pour laisser la place à quelqu'un de moins valable? Parce que je reviens là sur la petite histoire, là, le DIRCAP de l'époque de Frêche, il disait avec aplomb, il faut mentir pour réussir en politique. Donc un peu comme Cahuzac. Oui, bah ça... on voit Frêche se baffrer, marcher avec difficulté, donner des ordres péremptoires à ses sbires qui s'exécutent le doigt sur la couture du pantalon. Voilà, bah c'est limite affligeant. Et ensuite, mais il y a une part de farce aussi, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué, j'ai du mal à le faire comprendre. C'est le côté méridional, c'est un peu facile de dire ça, mais parce que les Parisiens, quand ils voient ça, ils hallucinent. Mais oui, mais il y a un mentir vrai, il y a une part de on est dans le Languedoc, on n'est pas chez Pagnol, mais c'est, je veux dire que quand Frêche ment en meeting, je dis pas que tout le monde, une grande partie des gens le savent, on vient pour ça, on sait qu'il exagère. Toujours, alors c'est vrai, les gens étaient, pour certains spectateurs, les gens étaient révoltés quand il parlait de l'affaire des sabots de son père qui partaient, etc., et qu'il l'a inventé. Il a inventé in situ, ça. Il l'invente, et après il voit que ça marche, que lui-même ça le fait pleurer parce qu'il est sincèrement ému par ce qu'il raconte. C'est pour ça que c'est complexe et c'est troublant. Il dit ça, ça l'émeut. Chaque fois qu'il parle de son père ou de Jaurès, Frêche, il pleure. Donc voilà. Et parfois en se trompant sur les chiffres concernant Jaurès ou son père, ou sur les dates en tout cas. Et après il dit mais non, et après il est très fier de dire qu'à un cercle plus petit, certes, que non, que c'est faux et que son père était richissime. Mais quand il dit que son père était richissime, c'est un second mensonge. Son père n'était ni miséreux ni richissime. Et d'une certaine façon, quand on va voir Frêche, qu'on est né en zone libre, enfin je veux dire dans l'hémisphère sud de la France, dans ce Languedoc, qu'on connaît le personnage. Moi je vais pas le défendre, hein, parce que encore une fois, c'est pas
c'est pas ma façon de voir la politique. Mais d'une certaine façon, ça m'inquiète moins qu'un discours beaucoup plus policé de gens qui ne se feront jamais prendre en train de mentir, ou alors ils se feront prendre très tardivement, et les mensonges sont bien plus graves. C'est pour ça que je dis que Fresh, c'est pas Cahuzac. Déjà, c'est aussi des histoires d'argent, hein, c'est autre chose. Jusqu'où peut-on mentir en politique? On peut faire des petits mensonges? Moi, des mensonges par omission. On peut raconter des histoires qui n'engagent pas grand-chose, mais quand il s'agit d'argent, de sexe ou je sais pas d'autre, là c'est ou de femmes qui a eu des emplois présumés fictifs. Bah, moi, je pense qu'il faut pas mentir en politique. Après, il faut chaque fois prendre quel est l'exemple. Donc je sais pas, les choses sont complexes. Hein. Moi, je suis un observateur, je suis pas un acteur, donc Pour filmer, il faut être en empathie avec les hommes politiques. Il faut trouver le bon équilibre entre la distance et la confiance dont je vous parlais. Vous avez beaucoup filmé à gauche. Ouais. C'est plus facile de filmer à gauche qu'à droite. Bon, j'ai filmé aussi des gens comme Séguin, comme Dominati, voilà. Donc, par exemple, deux personnages politiques, Sarkozy et Mélenchon. C'est deux grands acteurs, je pense, mais qui ne... Vous leur avez fait proposer à Non, parce qu'ils auraient tout contrôlé. Donc, les présidents de la République, alors c'est pas le cas de Mélenchon, je pense pas que ça lui arrive, mais il y a eu des films sur Mélenchon, mais si le réalisateur ne vote pas Mélenchon, il n'en veut pas, quoi. Il n'en veut pas, quoi. Donc il y a aussi la question du droit de regard. Donc il y a eu les présidents de la République des films. Pour revenir à Sarkozy, il n'y a eu aucun documentaire tourné à l'Élysée sous Sarkozy. À part, je crois, un film tourné avec un iPhone par la copine de Carla, mais je crois que c'était pour M6 ou W9 ou pour... je sais pas, et un truc du web. Mais sinon, non, il y a eu un très bon film sous Pompidou, il n'y en a pas eu sous De Gaulle, il y en a eu un, mais qui était totalement ficelé sur... et un exercice de communication politique pour Giscard. Je ne parle pas du film de Depardon, qui était un film de campagne, qui n'était pas un film à l'Élysée. Hein. Celui-là est admirable. Et après, il y a Hugues Lepage, qui a fait un journaliste et réalisateur belge, qui a fait sur Le Pen, deux beaux films. Non, Hugues Lepage, qui a fait deux films sur François Mitterrand. Mais il n'y a rien eu sous Chirac, rien eu sous Sarkozy, deux films sous Hollande, dont le mien. Et voilà. Et par exemple, bon, il y a un maire qui est très cash ici dans le sud, qui s'appelle Robert Ménard. Est-ce que ça pourrait être un bon client pour vous? Il m'a interviewé pour la chaîne, ça devait être iTélé à l'époque, je crois, il y a 10 ans. Ah, il vous a interviewé? Il m'a interviewé au moment où je sortais le film sur Fresh, en me disant qu'il adorait Fresh. Et c'était au moment où il commençait à... Ce jour-là, d'ailleurs, c'est le moment où il s'est prononcé en direct pour la peine de mort. Ça m'avait beaucoup marqué. Et il mériterait la peine de mort, et il y a quelqu'un qui l'a recadré, Julien Bugier, qui l'a recadré en direct. Non, je me rappelle de Robert Ménard, ici à Montpellier, quand j'étais étudiant, et qui présidait Reporters sans frontières. Lui, maintenant, il est vraiment devenu sans frontières, mais plutôt sans limite, quoi. Enfin, voilà. Donc, mais vous pourriez faire un portrait, non? Ou c'est pas... Je pense que c'est important. Moi, ma limite, ça a été... j'ai jamais pu filmer, et je pense que c'est une lâcheté de ma part, des gens du Front National. Je suis pas communiste, mais j'ai fait un long film sur l'histoire des communistes en France. Je suis pas communiste, mais d'une certaine façon, c'est des cousins éloignés, une branche de la famille avec qui on s'entend pas toujours, avec qui on manifeste pour, parfois contre. Mais le Front National, comme j'ai organisé des grèves dans mon lycée à Carcassonne lors de la venue de Le Pen à Carcassonne pour aller manifester, j'ai un formatage politique qui me vient de l'adolescence, qui fait que pour moi c'est la baston, ça reste... C'est votre ligne rouge. Ça reste votre ligne rouge. Et je peux pas, parce que c'est ma gastro-entérologue qui me l'interdit. C'est-à-dire que je n'ai pas... Je mets beaucoup de temps à faire mes films. Donc là, je viens de faire 3 ans avec Chaplin. Ça, ça j'aime bien. Mais passer autant de temps avec... soit c'est un film qui dénonce
un peu facile, hein, on montre, oh regarde les vilains fachos, etc. Soit on essaie de comprendre, de montrer des choses plus complexes, hein, que c'est pas forcément des salauds. Et là, tout d'un coup, c'est un peu le militant qui revient. Et j'ai pas envie de montrer, parce que filmer pour un documentaire, c'est forcément humanisé. Et j'ai pas envie d'humaniser le Front National, même si c'est le cas. Et que voilà, et que et Frêche était un type à la fois successivement, ou même simultanément, insupportable, parfois détestable, et très attachant. J'ai pas envie du tout de m'attacher à Robert Ménard. Pour moi, c'est pas, voilà, la ligne rouge, elle est là. Très bien. Traditionnellement, oui. On termine par une question chapeau. Si vous voulez bien en choisir, voilà, merci. Je dirai l'autre après, à laquelle je ne répondrai pas. Rêvez-vous à terme de réaliser un film de fiction avec des acteurs? Moi, ce qui me fait peur dans les fictions, c'est qu'il y a 50 personnes ou au minimum 20 personnes sur un tournage. Moi, la liberté que j'aime dans le documentaire, c'est qu'on est... Il y a ma caméra, mon vélo et moi, d'une certaine façon. Et donc, j'ai une passion pour les acteurs. Ce qui me plairait beaucoup, c'est de faire une fiction. Souvent, quand on se sert quand on filme le réel, je pense à des acteurs. Quand je filme Georges Frêche, je pense forcément à Depardieu. Donc dans le rôle de Georges Frêche, ça serait Depardieu. On a vu que dans le rôle de Mitterrand, ça a été Michel Bouquet, filmé par Guédiguian. Et moi, ce qui m'amuserait, ça serait de faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre des archives, de faire une fiction à partir d'archives du réel, et d'avoir par exemple, je ne sais pas, la présidentielle de 1974 avec Mitterrand, Le Pen, Giscard, Chaban-Delmas, mais en fait on détourne ces archives et on en fait une fiction, et que le personnage qui est vraiment François Mitterrand porte notre nom, et qu'on en fasse un personnage de fiction qui n'a jamais existé, tout en se servant de son image. Ça m'amuserait pas mal. C'est l'exercice. C'est un drôle de projet. Un drôle de projet. Très bien, mais je vous remercie. Merci beaucoup.